Je vais maintenant passer la parole à Aude Ribis, qui est responsable de la conduite du changement à la direction des services partagés au service industriel de Genève, le coworking ASIG vers une évolution du management. Merci de l'accueillir. Merci. Bonjour, alors après ce voyage dans les espaces un petit peu partout sur la planète, on va revenir à un exemple beaucoup plus local, mais néanmoins qui est quand même assez exotique, c'est vrai, par rapport aux pratiques de travail habituelles. Donc, juste avant de commencer, une petite précision sur la façon dont on comprend le coworking à SIG au service industriel de Genève. C'est vraiment entendu pas tant comme un tiers-lieu, mais plutôt comme un type d'organisation du travail qui sera basé sur un espace de travail partagé avec une dimension de travail en réseau, donc qui favorise le partage, qui favorise l'ouverture. Alors, 2 mots sur les services industriels de Genève, c'est un peu le passage obligatoire. Donc, ce sont 1700 collaborateurs qui évoluent dans des domaines très différents, des domaines essentiellement techniques, mais aussi des métiers très administratifs. Une centaine de métiers, donc des interventions dans des secteurs très diversifiés, aussi bien au niveau de l'eau potable, l'eau usée, l'électricité, production, distribution, gaz, thermique, les services énergétiques, les déchets, etc. Donc, j'en passe. Ce sont aussi de nombreux sites répartis à travers le canton, parmi lesquels le site principal, notre bâtiment administratif, le site du Lignon, qui regroupe quotidiennement donc environ 1200 collaborateurs. Alors, ça peut faire bizarre quand on parle de ce type d'entreprise, quand on voit le profil des services industriels de Genève, entreprise très technique, services publics, milieu très industriel, de parler d'espaces partagés. En tout cas, ça surprend régulièrement qu'on parle de créativité, d'innovation, de responsabilité. On parle, nous aussi, de bonheur au travail, donc un concept qui est assez cher aux entreprises libérées. Et on parle de plus en plus d'autonomie et de confiance. Tout ça est censé faire partie d'un accord gagnant-gagnant, donc gagnant à la fois pour le collaborateur qui doit gagner en équilibre de vie privée, vie professionnelle, mais aussi bien entendu gagnant pour l'entreprise qui a pour objectif d'être une entreprise évidemment plus performante à travers ces nouvelles pratiques. Tous ces concepts viennent s'articuler autour d'un projet qui s'appelle Équilibre. Donc vous voyez, on a notre petit logo, mon équilibre, mon mode de vie, et puis un slogan, donc pour une culture du travail qui conjugue autonomie, performance et bien-être. Donc c'est un projet qui a commencé en 2010, c'est un projet qui a d'abord été mené en chambre, donc dans le cadre d'une étude d'opportunité. Ensuite, on a fait à peu près 2 ans et demi de pilote avec une centaine de personnes qui ont testé les principes du travail distribué. Et depuis 2015, on est en phase de déploiement. Donc le projet s'est étendu à de nouvelles entités au sein des services industriels. Sur le site du Lignon, je précise, pas nécessairement pas sur les autres sites. Aujourd'hui, des 1700 collaborateurs que comprend SIG, le projet concerne essentiellement 438 collaborateurs et 136 managers. Nos objectifs, favoriser la collaboration et l'innovation, pour nous c'est quelque chose d'important et d'autant plus qu'on est une entreprise qui travaille de manière assez traditionnelle en silo, donc il faut qu'on brise un petit peu ces silos. La responsabilisation et la confiance, donc ce sont 2 notions centrales à notre projet. L'équilibre vie professionnelle, vie privée, j'en ai parlé. L'attractivité des talents, donc là aussi on essaie d'être une entreprise attractive. Aujourd'hui, on rencontre déjà quelques difficultés pour recruter certains métiers, donc on cherche vraiment à développer ce côté attractif de nos conditions de travail. La réduction des impacts environnementaux, donc là aussi on a beaucoup de déplacements des collaborateurs vers leur lieu de travail et déplacements justement entre le lieu de travail, notre site et puis les chantiers. Et pour terminer, on souhaite avoir une gestion plus efficiente des bâtiments et des espaces, donc avoir des bâtiments beaucoup plus agiles, vu que chaque année, jusqu'à présent, les déménagements atteignaient un coût d'environ 800 000 francs par année. Donc c'était un processus très lourd, très dispendieux, et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une organisation aussi beaucoup plus agile. Alors, plus concrètement, Équilibre, ce projet que l'on met en place, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord le choix du lieu de travail en fonction de la tâche.
Donc c'est le principe du flex desk qui va de pair avec le travail, la place de travail mutualisée. Donc ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que pour les personnes qui sont membres de ce projet, on n'a plus notre place de travail attribuée. À quelques exceptions près, il y a quelques personnes qui en disposent encore, mais sinon on n'a plus notre place de travail. Par contre, ce dont on bénéficie, c'est d'une diversité d'espaces. Donc, on a des espaces soit pour se concentrer, des espaces pour se réunir, des espaces plus conviviaux, des salles de réunion, des espaces de créativité. On a une diversité d'espaces qui correspondent en gros aux différentes activités qu'on doit faire au sein de l'entreprise. Ce qui caractérise ces espaces, c'est une grande transparence, une ouverture, et ce qui nous a coûté beaucoup, en tout cas dans le cadre de ce projet, c'est d'expliquer aux gens que ce n'était pas des open space, mais bien des espaces dynamiques. Donc, ce n'est pas que tout le monde peut rester sur une place de travail et que tout est ouvert. Il y a quand même des cloisons, mais on joue beaucoup sur la transparence. Donc, qui dit espace de travail mutualisé dit aussi politique du clean desk. Donc, à la fin de la journée, ou si on libère notre place de travail pendant plusieurs heures, on est censé nettoyer la place sur laquelle, libérer la place sur laquelle on a travaillé. Équilibre, c'est aussi la dimension horaire. Donc, on organise de manière plus libre ces horaires de travail. Et il faut voir qu'aujourd'hui, donc, les collaborateurs qui sont éligibles à ce qu'on appelle l'horaire à la confiance et qui ne sont pas uniquement éligibles, mais qui sont volontaires aussi pour opter pour cette nouvelle modalité horaire, ont droit à beaucoup plus de liberté qu'on en avait au préalable. Donc, par défaut, il faut savoir que l'ensemble des collaborateurs des services industriels de Genève bénéficient de ce qu'on qualifie l'horaire variable. Donc ça, c'est vraiment un horaire imposé avec une plage de travail qui est fixe. Donc en gros, entre 8h30 et 4h, tout le monde doit être présent. Puis on a une certaine souplesse au niveau des heures d'arrivée, entre 6h30 et 8h30, et entre 16h45 et 18h45. Mais sinon, tout le monde doit être là et travailler sur le site. L'horaire à la confiance, c'est totalement différent. Donc, c'est l'abandon du pointage. On n'est plus évalué sur la base de notre présence, mais vraiment sur la base du résultat, du livrable. On est beaucoup plus souple pour organiser sa journée de travail. Donc, on n'est pas obligé d'arriver à 8h ou à 9h. Il y a des personnes qui décalent beaucoup leur journée de travail, essentiellement celles qui... Il y a des frontaliers, typiquement, qui souhaitent éviter les trafics. Ou, voilà, on a chacun nos contraintes, donc il y a beaucoup plus de souplesse. Et puis, cette modalité horaire nous donne aussi la possibilité de travailler ailleurs. Donc, quand on dit ailleurs, ça peut être à domicile, évidemment. On a aussi un espace de coworking, en fait, qui est notre centre de repli informatique et qui est situé au centre-ville. Donc, on peut aussi l'utiliser toutes directions confondues. Troisième aspect qui rend les deux précédents possibles, c'est la dimension IT. Donc, toutes les personnes qui sont membres de ce projet sont toutes équipées d'un smartphone et d'un ordinateur portable, ce qui nous permet d'être tout à fait nomades dans les espaces et à l'extérieur aussi de l'entreprise. Donc, ces dimensions constituent vraiment l'ADN de notre projet. Et on a donc la dimension territoriale dont je vous ai parlé, l'espace de travail. On a la dimension horaire, tout ce cadre horaire qui a été révisé. Et on a les moyens technologiques. Mais la nouvelle organisation du travail qu'on essaie de mettre en place, c'est en même temps beaucoup plus que ces trois dimensions-là. C'est aussi l'évolution des pratiques managériales. C'est véritablement ça qui rend possible l'évolution de nos métiers. Et en même temps, tous ces aspects que j'ai décrits jusqu'à maintenant font eux-mêmes pression sur les pratiques managériales et font pression pour qu'elles évoluent. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris pour faire évoluer ces pratiques managériales? C'est en tout cas pas une mince affaire et c'est un travail qui fait juste commencer. On a mis en place un parcours managérial, donc on le qualifie de cette manière-là, et de manière assez schématique. L'idée, c'est de passer du contrôle de l'exécution d'une tâche à la culture de la responsabilité du résultat, du livrable. Donc, c'est tout un parcours qui est jalonné par plusieurs étapes. La première qu'on a faite, c'était de se demander finalement comment est-ce qu'on imagine les changements qui vont affecter le manager demain, de quelle nature est-ce qu'ils vont être.
Ensuite, et c'était quelque chose qui était très cher, très important à nos syndicats, c'était de voir quels étaient les risques aussi qui étaient liés avec ces nouvelles pratiques managériales, cette nouvelle organisation du travail. Des formations aussi qui ciblaient véritablement les managers pour les accompagner dans cette mutation. Et puis tout un dispositif de suivi et de pilotage pour bien mesurer les changements qu'on était en train de mettre en place. Alors d'abord, au niveau de l'évolution du rôle du manager, on a identifié donc plusieurs axes sur lesquels ils allaient être amenés à changer. Le premier, c'est sur la partie négociation. Et là, on s'imagine qu'avec le décloisonnement dont on bénéficie sur notre lieu de travail, l'intérêt général de SIG va primer sur les enjeux de chaque manager. Donc, ça sera plus facile de collaborer et les arbitrages seront beaucoup plus faciles à terme. Au niveau de la création de liens, donc là aussi, les espaces sont décloisonnés. Les collaborateurs vont avoir plus de facilité à entrer en contact avec d'autres personnes qui, autrement, seraient dans des bureaux ou pourraient les quitter pour aller dans leurs réunions. On a bien vu que le taux d'occupation des bureaux, il était de l'ordre de 40%, je pense. Donc les gens étaient soit dedans, soit partaient en réunion. Du coup, on se dit que le réseau, ce ne sera plus nécessairement l'apanage du manager, mais les collaborateurs eux-mêmes auront plus de facilité à se rencontrer. Et pas uniquement des collaborateurs d'une même entité ou d'un même métier, mais vraiment, ça sera une collaboration, une rencontre entre les métiers. Troisième aspect, l'analyse stratégique. Là aussi, les managers vont devoir déplacer leur investissement. Donc, ils vont moins se concentrer sur un pilotage des tâches au quotidien de leurs collaborateurs, mais avoir davantage une intervention à un niveau plus stratégique pour regarder quels sont les résultats à moyen et à long terme. En termes de communication, donc là, c'est sûr qu'avec tous les outils informatiques aussi qu'on déploie et puis la proximité des collaborateurs, il y aura beaucoup plus de communication entre collaborateurs et entre managers. Et on se dit que les managers seront aussi amenés à gérer une quantité d'informations informelles beaucoup plus importante. Au niveau de la planification personnelle, là aussi, le manager jusqu'à présent, dans le modèle classique, il n'avait qu'à aller dans le bureau d'à côté pour dire à son collaborateur ce qu'il voulait lui fournir comme travail, ce qu'il voulait déléguer. Si demain, le collaborateur n'est pas nécessairement là, n'est pas nécessairement à la place de travail, on doit beaucoup plus anticiper. Donc pour le manager, ça lui demande une anticipation, une organisation du travail qui est très différente de celle qui était en vigueur jusqu'à présent. Contrôle de l'évolution des tâches, coordination, ça sera beaucoup plus difficile pour un manager demain de voir l'avancement du travail qui sera réalisé, d'évaluer aussi éventuellement la surcharge de travail. C'était aussi un souci de nos syndicats de dire, un travailleur qui n'est pas au bureau en permanence, comment est-ce qu'on peut savoir si vraiment il n'est pas surchargé? Est-ce que tout ça, ça ne va pas déteindre sur sa vie privée? Donc là aussi, il y a toute une vigilance qui est nécessaire. Le pilotage, donc là, c'est cette nouvelle organisation du travail. Dans la littérature, tout le monde le voit, elle est censée créer plus d'innovation, favoriser beaucoup plus de créativité. Et les managers vont devoir faire en sorte de gérer des attentes de leurs collaborateurs tout en tenant compte des règles auxquelles nous sommes soumis, des contraintes réglementaires. Et puis pour finir, le leadership, là c'est sûr que comment animer une équipe quand son équipe n'est plus nécessairement sous la main, comment l'animer si mon équipe est mélangée avec l'équipe d'autres managers, c'est tout un défi. Donc communiquer une vision, communiquer un esprit de groupe, c'est un peu le défi aussi du manager de demain, qui doit devenir plus un coach qu'un manager classique ou autoritaire. Au niveau des risques, donc on a évalué toute une série de risques qui pouvaient aller de pair avec cette nouvelle organisation du travail. L'augmentation des contrôles, des managers qui manqueraient de confiance en leurs collaborateurs, le sentiment de devoir toujours être joignable aussi, des collaborateurs qui ne voudraient plus éteindre leur smartphone parce qu'il faut absolument répondre tout de suite à leur manager ou à leurs collègues. Certains craignaient aussi la diminution des échanges informels, du fait que les gens n'ont plus nécessairement les mêmes horaires et ne se retrouvent plus en même temps dans les espaces. Mauvaise séparation vie privée, vie professionnelle,
Le fait qu'on travaille chez soi, évidemment, on ramène du travail. Donc, est-ce que ça n'allait pas nuire à cet équilibre de vie? Pour beaucoup, le fait de rester au bureau, ça garantissait cette séparation. Difficulté d'organisation, l'augmentation des délais. Certaines personnes, là aussi, pensaient qu'on allait avoir plus de difficultés à rendre ce qu'attendent nos clients, en interne ou en externe, et qu'on n'allait peut-être pas plus respecter les délais. La cohésion de l'équipe aussi, ça j'en ai parlé, la surcharge de travail. Donc certains collaborateurs craignaient de ne plus pouvoir refuser les sollicitations de leur manager. Ils disaient, mais finalement, si je travaille loin du bureau, comment mon manager va-t-il percevoir le fait que je travaille beaucoup, que j'ai beaucoup de boulot? Comment je vais faire pour refuser finalement du travail supplémentaire? Et puis la question de la confiance. Donc la confiance dans ses collaborateurs, c'est évidemment pour nous un sujet central. Dans le dispositif de pilotage qu'on a mis en place aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que tous nos indicateurs sont au vert. Donc, sur tous les axes que je viens d'aborder, finalement, les risques sont totalement non avérés. Donc, on a un dispositif qui est basé sur 5 mesures qui vont être faites au cours des 2 années, donc cette année et puis jusqu'à fin 2017. Et aujourd'hui, tel qu'on le perçoit pour l'instant, c'est ce qui nous rend confiants dans l'expérience qu'on met en place. Tous les indicateurs sont ouverts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécontents, parce qu'il y en a toujours, et c'est normal, et heureusement qu'il y en a. Mais de manière générale, en tout cas, ce sont les derniers résultats qui viennent de sortir de l'enquête qu'on a menée récemment. Voilà, alors je vais terminer sur les défis. Donc les défis pour les managers demain, quels sont-ils? C'est d'abord de gérer la cohabitation parmi les membres de son équipe entre des personnes qui sont restées dans cette modalité horaire classique, donc l'horaire variable, et puis ceux qui ont opté pour la nouvelle modalité horaire, l'horaire à la confiance. Donc 2 régimes de travail très différents qui donnent droit justement au travail à distance dans un cas et pas dans l'autre. Donc c'est gérer cette cohabitation qui va être un défi pour eux. On ne se voile pas la face, on a des managers qui n'ont pas encore lâché du lest, donc ils sont méfiants. Certains font des contrôles, mais ont modifié leurs pratiques pour contrôler les pratiques des collaborateurs. Certains mettent en place des règles multiples, alors que nous, on s'est efforcé de laisser un cadre extrêmement large pour laisser beaucoup plus de liberté. Donc ça vient renforcer tout un aspect administratif qu'on essaie d'enlever par ailleurs. Donc ça, c'est aussi un défi pour nous. L'exemplarité des managers. Les managers doivent être exemplaires par rapport à ces nouvelles pratiques de travail. Ce n'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup qui jouent le jeu, mais il y en a qui ne le font pas. Uniformiser les pratiques managériales. Donc là aussi, le cadre étant tellement large, le cadre qu'on donne, avec un minimum de règles, il est sujet à interprétation. Donc un manager dans un domaine X peut avoir des pratiques très différentes d'un manager dans un domaine Y en termes de reprise d'heures ou je ne sais quoi. Mais on observe cette diversité des pratiques. Et puis pour terminer, ce qu'on doit faire, c'est développer toute une réflexion qui englobe non seulement les managers qui font partie de ce projet, mais qui englobe aussi tous les managers de l'entreprise. Parce que quand on parle de nouvelles pratiques managériales, c'est vrai qu'à terme, il faut que tous les managers soient dans cette dynamique. Aujourd'hui, on comprend uniquement 40% des managers dans le cadre du projet, mais dans les principes qu'on met en avant, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas qu'il y a un manager version 1.0 et un manager 3.0. Voilà. Donc le travail, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est quelque chose que l'on fait, pas un lieu où on va. C'est sûr qu'on n'est pas dans un sprint. Pour nous, on le voit plutôt comme un très, très long marathon. Donc c'est un travail de très longue haleine. Vous avez vu qu'il a commencé en 2010. La phase actuelle devrait se terminer début 2018. Il y a de nouvelles entités qui rejoignent le projet et puis on a beaucoup de défis à relever, en tout cas par rapport aux pratiques managériales. Merci.